passe à la prochaine présentation qui sera donnée par M. Georges Baudouin de l'Université Laval. M. Baudouin est professeur de métallogénie à l'Université Laval et directeur du réseau DIVEX, qui regroupe les chercheurs de 7 universités québécoises dans le domaine de l'exploration minérale. Après avoir obtenu un baccalauréat et une maîtrise à l'Université Laval, il a fait un doctorat à l'Université d'Ottawa sur les filons argent-plomb et zinc de Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique. Il a ensuite fait un stage postdoctoral à la Commission géologique du Canada où il a développé la microsonde laser pour les isotopes du soufre. Aujourd'hui, il nous parle des minéraux indicateurs en exploration minérale. Georges. Merci, Réal. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire un survol avec vous des possibilités qu'on peut utiliser, les propriétés physiques et chimiques de ce qu'on appelle les minéraux indicateurs. Et je crois qu'on peut ça ici. Donc, je vais commencer par les remerciements. En premier lieu, je voudrais remercier la chaire de recherche industrielle Agnico-Eagle, CRSNG Agnico-Eagle, qu'on a établie à l'Université Laval récemment avec l'aide d'Agnico-Eagle et du ministère des Ressources naturelles, qui va nous aider à contribuer au développement des nouvelles méthodes basées sur les minéraux indicateurs. Je voudrais aussi remercier le réseau DIVEX qui, à ses débuts, a financé les premiers travaux qui nous ont amenés à travailler sur les minéraux indicateurs et tous les partenaires et collègues qui ont contribué à nos travaux depuis quelques années, ainsi que les membres de mon équipe de recherche. Avant de continuer aussi, je voudrais faire une petite publicité parce que pour ceux qui doivent faire les 2 congrès puis qui se demandent quoi faire pendant la fin de semaine, bien, il y a un cours intensif qui est offert par DIVEX et IO Global pendant de vendredi à dimanche. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est encore le temps. On vous invite à le faire. Ça va vous permettre d'avoir une activité culturelle pendant cette période creuse. OK. Donc, minéraux indicateurs, qu'est-ce qu'on appelle les minéraux indicateurs? Bien, les minéraux indicateurs, c'est OK. Des minéraux qui fournissent une information qui va être utile, puis on va dire, je vais prendre ça large, utile pour 2 choses, découvrir un gîte minéral et établir le potentiel de fertilité d'un gîte minéral. Donc, on peut découvrir où il se trouve et on peut aussi avoir une opinion sur le potentiel qu'il contient ou qu'un dépôt contient une minéralisation intéressante. Ces minéraux indicateurs, on va les étudier autant dans la roche que dans des sédiments qui sont dérivés de l'érosion des gisements ou de leurs roches encaissantes. Et à ce moment-là, dans les sédiments, on va rechercher des minéraux qui ont des caractéristiques particulières, donc entre autres vont être résistants à l'abrasion mécanique pour persister dans l'environnement superficiel, puis ils vont être aussi résistants à la météorisation pour ne pas être dissous dans l'environnement superficiel. Et aussi, généralement, on va chercher des minéraux qui ont certaines caractéristiques qui permettent de les identifier facilement. Par exemple, ils sont denses, il y a des propriétés de luminescence ou autres qui permettent de les reconnaître parmi tous les particules terrigènes qu'on va retrouver dans un sédiment. Et ça donne que c'est une des plus vieilles méthodes qu'on utilise en exploration minérale, puis c'en est une où on peut faire beaucoup de développement, puis c'est sur ça qu'il faut regarder pour le futur. Si on regarde ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur avec les minéraux indicateurs. Donc, quelles sont les propriétés qu'on va observer ou regarder dans les minéraux indicateurs? Bien, en premier lieu, on va regarder des paramètres physiques de surface, donc la texture ou la forme des grains, qui vont nous donner une information sur leur distance de transport, leur mode de transport. On va aussi étudier l'association minérale dans laquelle on les retrouve, qui va nous indiquer des informations sur l'environnement de formation de ces minéraux-là. Et on peut aussi regarder leur composition chimique et isotopique pour identifier les types de gîtes auxquels le minéral indicateur appartient, mais aussi avoir une opinion sur la fertilité du système géologique dans lequel le minéral s'est formé. Donc, si on regarde la forme et la texture, il y a différents aspects qu'on peut étudier. Par exemple, ici à gauche, on a une couronne de chéléphyte qui est une croûte sur un grain de pyrope dans une kimberlite. Donc, si cette couronne-là, qui est relativement facilement érodée, elle est présente, ça vous indique que c'est des grains qui ont eu une faible distance de transport. Si elle est complètement disparue, ça veut dire que les grains ont été transportés suffisamment longtemps pour qu'elle ait été usée. Vous avez à droite ici un grain d'impact, un grain de magnétite, pardon, où on peut voir des structures d'impact, des cassures conchoïdales qui vous indiquent qu'on a eu un environnement de transport qui était abrasif, où on avait une brisure mécanique des grains, et c'est des environnements de transport qui sont particuliers, qui vont donc vous donner ces informations-là. Si on prend maintenant un autre exemple, où aussi on a des grains de pyrope, 2 grains de pyrope, un qui est extrait d'une moraine basale, un ici qui est extrait d'un sable glacio-fluviatile. Vous pouvez voir qu'il y en a un qui a encore là ces structures d'impact qui sont liées avec l'abrasion mécanique qui se produit dans l'environnement glaciaire. Puis il y en a un qui est très bien arrondi. Et sur les surfaces de ces grains arrondis, on va voir des textures typiques de l'environnement fluvio-glaciaire qui va le distinguer, par exemple, d'un transport par
dans le milieu éolien, donc par l'air. Donc, c'est des informations qui vont nous permettre de reconnaître le processus qui va transporter le grain de sa source vers son lieu de sédimentation, l'environnement et aussi la distance approximative, où on peut estimer la distance approximative du transport. Si on prend excusez-moi, un autre exemple ici. Donc, l'arrondi des grains, on a un grain ici de spirillite idiomorphe bien formé, comparativement à un grain d'isoferroplatine ici, arrondi, qui a donc subi une distance de transport beaucoup plus grande du fait de son abrasion qui s'est produite durant ce transport. Donc, des informations sur la distance et le mode de transport. Si on prend l'or, l'or est une particularité du fait de sa malléabilité, qui va avoir une transformation dans la forme des grains, en des grains qui sont très irréguliers, qui sont très finement dentelés, à des grains qui sont de plus en plus transformés, roulés, et qui vont devenir avec des formes qui deviennent très aplaties ou arrondies du fait d'un transport de plus en plus long. Donc, on peut corréler la transformation de la forme des grains avec une distance approximative de transport de la source où il est érodé. Maintenant, c'est sûr qu'à mesure que les grains sont brisés, il peut y avoir des nouveaux grains d'or qui sont libérés. Donc, c'est la distance du transport depuis la libération, par exemple, du grain d'or de sa matrice. On peut voir que la surface change aussi du grain d'or. Donc, on a un martèlement de la surface qui va changer la texture du grain et qui va nous donner une information supplémentaire sur la distance de transport. En plus, pendant le transport, il y a des formes, par exemple, les cristaux qui vont être arrachés, qui vont être séparés du grain d'or, vont laisser, c'est une faible distance de transport, des marques, qu'on va retrouver les moules des grains qui ont été arrachés. Et il va y avoir aussi des minéraux qui sont associés, alors qui vont être, s'ils sont plus ou moins solubles, qui vont disparaître à mesure du transport dans l'environnement superficiel parce qu'ils vont entrer en solution. Donc, on peut avoir cette information par la forme, la texture de surface, du mode et de la distance de transport des minéraux indicateurs. Si on regarde maintenant les associations minérales, vous avez ici un exemple d'oxyde de fer. Donc, les associations minérales sont très importantes parce qu'elles sont très différentes selon l'environnement dans lequel les minéraux vont se former. Donc, vous avez à droite ici de la magnétite avec des exsolutions d'ilménite et de spinel. C'est des magnétites qui se sont formés dans des gîtes de fer-titane dans l'environnement magmatique de haute température. Et à ce moment-là, durant le refroidissement du grain de magnétite, il va y avoir une exsolution de l'excès de titane dans de l'ilménite. Si on a des mêmes minérales, mais qui se forment dans un environnement hydrothermal à une température plus basse, puis ici on a un grain de magnétite dans un gîte de type IOCG, mais ce grain de magnétite-là n'a pas d'exsolution parce qu'il est formé à une température trop basse pour être capable d'exsolver des phases à l'intérieur du grain de magnétite. Puis vous pouvez voir aussi qu'il est associé avec des inclusions de chalcopyrite, ce qu'on ne retrouvera pas dans notre environnement. Donc on peut identifier des séries d'associations minérales qui vont être caractéristiques à différents types de gisements et qui vont nous permettre de retracer l'origine de ces minéraux indicateurs. Un autre exemple ici, où on a de l'or détritique, puis on regarde quelles sont les inclusions qu'on retrouve dans les grains d'or détritique dans un placet aurifère. Vous pouvez voir que selon différents réseaux de drainage, on va avoir des inclusions qui sont dominées par la présence de sulfure, donc pyrite, cuivre, des sulfures de plomb, zinc et de cuivre, des assemblages d'inclusions qui sont dominés par des tellurures et sulfures et des antimoniures. Et donc, on retrouve différentes sources qui ont été transportés dans l'environnement secondaire dans ce cas-là et qui ont conservé une partie de leur assemblage primaire. Et cet assemblage primaire est différent selon l'origine du grain du minéral qu'on a étudié. Maintenant, si on regarde des questions au niveau de la fertilité et puis de la discrimination des différents types de gisements, on commençait avec le grenat, qui est un exemple qui est bien connu. Donc, le grenat et la majorité des minéraux qui sont couramment utilisés à cet effet-là sont des minéraux qui ont une grande variation de composition chimique, ce qui fait qu'il y a plusieurs sous-espèces pour un même minéral. Donc, ici, le grenat, vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs, l'almandin, l'andradite, grossulaire, etc. Et le pyrope, qui est caractérisé, entre autres, par une stabilité dans des conditions de pression plus élevées. C'est celui qui nous intéresse, entre autres, pour l'exploration pour le diamant. Donc, si on regarde les grenats qui sont utilisés dans l'exploration pour le diamant, puis ici, on a un diagramme de la pression en fonction du ratio chrome sur chrome plus alumine. Pour différents types de grenats, pauvres en calcium, l'erzolithique et le spinel qui leur est associé, on peut voir qu'il y a des variations de composition qui sont associées, donc variations de composition chrome sur alumine, qui sont associées avec la profondeur à laquelle le grenat s'est formé dans la croûte. Et donc, ça va être une utilisation qui va servir pour établir la fertilité d'une kimberlite qui aurait été dans la source de ce grenat-là. Donc, ça a donné naissance à toutes sortes de diagrammes. Le plus fameux, c'est celui qui distingue différents types de grenats, ceux qui sont de type arsburgitique ou qui sont subcalciques, riches en chrome, ceux qui sont l'irzolithique,
sont quand même associés avec une certaine quantité d'environnements qui donnent naissance à du diamant, mais qui sont moins fréquemment associés. Puis il y en a d'autres, comme ceux qui sont éclogitiques, qui sont aussi associés avec certains environnements favorables au diamant. Et pourquoi ça, c'est important? Bien, c'est parce que ces grenats nous indiquent une profondeur de formation du magma kimberlitique, et cette profondeur de formation du magma kimberlitique, c'est ce qui va nous permettre d'établir la fertilité de la kimberlite. Parce que si la kimberlite s'est formée dans un environnement qui est peu profond, le grenat qui va être établi n'aura pas la même composition que celui d'un grenat qui s'est formé dans un environnement plus profond, à l'intérieur du champ de stabilité du diamant. Et c'est ça qui va permettre d'estimer la fertilité de différents types ou de différentes intrusions kimberlitiques. Un autre exemple différent où on va regarder la fertilité, ça va être l'olivine. Donc, l'olivine dans les roches ultramafiques est un minéral qui contient naturellement du nickel. Si l'intrusion ultramafique a été saturé envers le soufre puis a formé un liquide sulfuré. Le liquide sulfuré va incorporer une grande quantité du nickel et donc l'olivine qui va cristalliser dans l'intrusion va être appauvrie en nickel par rapport à une olivine qui aurait été dans une intrusion ou un corps ultramafique dans lequel le liquide sulfuré ne se serait pas formé. Donc, on a des différents minéraux qui nous permettent d'établir la fertilité d'une roche associée avec la minération ou d'un système minéralisé avant ou dans l'espoir de décider si on va y consacrer, si vous voulez, des efforts d'exploration plus importants. Un autre exemple de ces minéraux qu'on a développés ici à l'Université Laval pour établir, discriminer différents types de gisements et aussi établir des niveaux de fertilité pour les gisements de nickel-cuivre en particulier, c'est la magnétite qui fait partie encore là d'une grande quantité de spinels, donc les spinels où on a un cation trivalent qui est lumineux, les chromites où on a un cation trivalent qui est chromifère, puis la magnétite où le cation trivalent est le fer 3+. Donc, la magnétite qui se retrouve au centre de ces solutions solides-là, c'est un minéral qui a une capacité d'incorporer une grande quantité de minéraux d'éléments mineurs, pardon, et c'est ces éléments mineurs-là qu'on a utilisés pour identifier des critères qui permettent d'identifier différents types de gisements. Donc, je vais vous donner un exemple ici où on a un diagramme nickel plus chrome versus silice plus magnésium. Et ce que vous avez ici, c'est la composition de différents exemples de différents types de gisements que vous pouvez voir en bas ici. Et on a établi un champ pour les gisements nickel-cuivre, éléments du groupe du platine, qui est distinct de la composition de la magnétite dans d'autres types de gisements. Et ça, c'est basé sur une étude d'exemples représentatifs des gisements de nickel-cuivre dans le monde. Si maintenant on regarde qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi on a une composition distincte au niveau des éléments du nickel et du chrome dans les gisements de sulfure massif, dans la magnétite associée aux gisements de nickel-cuivre. Okay. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est des diagrammes en spider pour des éléments qui sont lithophiles et pour des éléments qui sont chalcophiles. Et ce que vous pouvez voir, c'est deux champs. Un champ ici pour les sulfures qui sont primitifs, donc la solution solide de monosulfure de fer qui se forme au début de la cristallisation d'un liquide sulfuré par rapport aux traits en brun qui sont des échantillons qui représentent le produit de la cristallisation fractionnée du liquide sulfuré dans un résidu riche en cuivre qu'on appelle la solution solide intermédiaire ISS. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que durant l'évolution, la cristallisation fractionnée du liquide sulfuré, il y a certains éléments qui sont plus riches dans le liquide, dans la solution solide de monosulfure de fer et qui sont appauvris durant le fractionnement dans le résidu riche en cuivre. Et entre autres, le chrome, lui est enrichi dans la solution solide de monosulfure de fer et appauvri durant la cristallisation fractionnée parce qu'il est incorporé dans la magnétite qui s'est initialement formée. Puis contrairement à ça, ce qui se produit pour le nickel, c'est que le nickel compétitionne avec les sulfures au début de la cristallisation de la pyrrhotite et de la pentlandite. Donc, il est appauvri dans la magnétite qui cristallise dans la solution solide de monosulfure de fer. Et lorsque cette magnétite cette pentlandite et pyrrhotite ont fini de cristalliser, le liquide résiduel lui devient l'autre qui est capable d'incorporer le nickel et on a donc ce fractionnement entre les deux qui va faire qu'on va avoir une compensation durant tout le processus de cristallisation fractionnée du liquide sulfuré, du chrome et du nickel, mais aussi ça nous permet, si on a un grain de magnétite, de savoir s'il est associé avec un épisode de cristallisation du liquide sulfuré fractionné riche en cuivre ou de son parent non fractionné riche en fer. Donc, un autre indice de fertilité. Maintenant, on a pu démontrer ça pour
une grande variété de gisements. Donc, initialement, on l'a montré à Sudbury. Vous pouvez voir, démontrer ça pour une grande variété de gisements. Donc, initialement, on l'a montré à Sudbury. Vous pouvez voir ici la relation entre le chrome et le vanadium dans la magnétite, entre les échantillons qui proviennent d'une solution solide de monosulfure de fer peu fractionnée vers une solution solide de monosulfure de fer où on séparait un liquide riche en cuivre et le résidu riche en cuivre. Donc, cette transformation-là, ce changement de composition-là marque le partage des éléments durant la cristallisation du liquide sulfuré. Et pour tous les autres gisements qu'on a étudiés dans le monde, on voit la même relation qui montre que c'est applicable à l'échelle globale, cette relation-là, pour la composition de la magnétite dans les gisements de nickel-cuivre. Donc, qui nous permet d'obtenir non seulement la distinction du gisement, mais un indice sur la fertilité de la minéralisation et du stade dans le fractionnement du liquide sulfuré duquel est extrait le minéral en question. Un autre exemple qu'on peut voir ici, c'est dans le cas de l'or. Donc, l'or est un des minéraux indicateurs les plus vieux, celui qu'on a utilisé probablement depuis le plus longtemps, tout simplement en panant des ruisseaux, mais on a quand même très peu étudié sa composition chimique, sauf pour certains éléments majeurs. Donc, ce que vous pouvez voir ici à gauche, c'est des courbes de fréquence cumulative, donc qui donnent un peu la probabilité qu'une composition, une concentration en argent soit retrouvée dans un grain. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre ici d'indices d'or au Yukon qui ont des probabilités semblables d'avoir des compositions en argent dans l'or natif, mais qu'il y a d'autres de ces indices-là qui sont différents au niveau de la composition de l'or. Et si on regarde maintenant ce qu'on retrouve dans les ruisseaux dans le secteur, bien, différents ruisseaux ont différentes proportions et qui sont probablement dérivés en partie plus ou moins importante des différentes populations de composition chimique qu'on retrouve dans l'or, dans les indices, dans le roc. Donc, on peut retrouver la source, identifier les sources probables des grains d'or qu'on retrouve dans le placé aurifère si on connaît la composition de la source, d'où ils ont été érodés. Un autre exemple ici sur l'or où on regarde la composition des éléments majeurs et mineurs dans l'or. Donc, il y a très peu de travaux qui ont été faits à venir jusqu'à maintenant, mais il y a des indications qu'on va être capable un jour de séparer la composition de l'or qu'on va retrouver, par exemple, dans des tiles pour pouvoir indiquer ou déterminer si cet or provient de tel type de gîte, un gîte d'or orogénique, un gîte d'or de porphyre. Donc, on a des champs. C'est très préliminaire parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans l'espoir, dans le but de séparer ainsi les différents types de gisements d'or. Par contre, dans le cas de l'or, il y a du potentiel. Je vais vous montrer ici un exemple qui a été fait en archéologie où on peut voir ici le disque de Nebra, qui est un indice, un artefact de l'âge de bronze qui est très fameux. Et la question était d'où provenait l'or, d'où provient le bronze, d'où proviennent les matériaux, puis quelles sont finalement les routes de commerce à cette époque-là. Et donc, ce que vous avez à votre droite ici, c'est la teneur de différents points d'analyse sur le soleil du disque de Nebra pour différents éléments en trace, faits par ablation laser et CPMS. Donc, vous pouvez voir les teneurs ici, quelques ppm. 100 ppb, donc des teneurs très, très basses. Mais aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certains éléments pour lesquels le disque de Nebra est différent ici d'une comparaison avec des sources d'or potentielles en Roumanie, dans les gisements d'or de Roumanie. Donc, le cuivre est enrichi, l'étain est enrichi, l'antimoine est appauvri, et donc on peut, comme ça, avoir une empreinte digitale de la source de l'or, la comparer avec le produit de l'or et déterminer d'où il provient. Dans ce cas-là, bien, on a trouvé une région en Angleterre qui est la source probable de l'or du disque de Nebra qui a été retrouvé en Allemagne dans les années 90. Maintenant, l'or est un oui, ça, on va arriver à temps. L'or est un élément particulier parce qu'il y a une solubilité différentielle entre l'or et l'argent. Ce que vous avez ici, c'est la proportion d'or, argent dans le cœur des grains. Donc, plus qu'on est à droite, plus que c'est de l'or pur. Mais ici, pour la bordure extérieure. Et avec le temps, ce qui se produit, c'est qu'il y a une partie de l'or qui est dissous ou reprécipité, et donc on perd de l'argent, puis on a de l'or qui est de plus en plus pur sur les bordures des grains, selon leur distance de transport et la durée de leur séjour dans l'environnement secondaire. Et ça se produit parce que en surface, ici, on peut voir qu'il y a de l'or qui a été dissous, précipité. Et ici, on peut voir différents grains d'or primaires avec une texture spongieuse autour. Donc, cet or secondaire s'est formé dans l'environnement secondaire, puis il va affecter la composition du grain d'or, puis certains grains d'or peuvent être fortement affectés par ça. Donc, pour certains minéraux, il faut prendre précaution pour éviter d'avoir une analyse qui va provenir d'un grain dont la composition a été modifiée dans l'environnement secondaire.
Finalement, un autre type d'observation qu'on peut faire ici, ce que vous avez, c'est de la cathodoluminescence. Donc, c'est la luminescence qui est produite par le bombardement d'un faisceau de rayons X. Et vous avez de l'apatite dans un porphyre qui est non altéré. Donc, vous pouvez voir l'apatite a une couleur qui est jaune serein, très brillante. Et avec l'altération hydrothermale, l'apatite devient de plus en plus terne, mais surtout aussi, on voit une zonalité qui se développe et on voit une recristallisation complète du grain d'apatite qui devient très hétérogène durant l'altération hydrothermale. Donc, on a un autre critère qui nous permet de distinguer la source et les processus qui vont affecter des minéraux qu'on va retrouver potentiellement dans l'environnement secondaire. Donc, en conclusion, les minéraux indicateurs, ils ont des formes et des textures de surface qui nous permettent d'identifier ou d'estimer une distance de transport, ainsi que le mode de transport, et les distances de transport vont être différentes selon le mode de transport qu'on va avoir identifié. Ils ont des associations minérales qui sont typiques des environnements de formation, qui sont un indice facile à utiliser, mais qui est très utile pour se faire une idée sur l'origine d'un grain. Et ils ont une composition chimique qui peut être utilisée pour identifier certains types de gîtes et qui peut être utilisée pour estimer la fertilité du système géologique dans lequel les minéraux sont formés pour avoir formé de la minéralisation à un endroit particulier dans l'environnement géologique. Merci. Merci, Georges. Je vous invite, si vous avez des questions, à aller voir Georges pendant la courte pause que nous allons faire. 5 minutes à peine. Nous reprenons à 3 heures pile.